Bonjour Maître Tessèdre. Bonjour. Donc, vous êtes avocat au barreau de Montpellier et j'ai été informé que vous aviez déposé un référé liberté au niveau du Conseil d'État pour l'utilisation d'un médicament, de l'ivermectine, contre la Covid. Oui. Euh, je croyais qu'il n'y avait pas de traitement contre la Covid. Euh, il faut s'intéresser aux études pour ça, pour le savoir. J'agis pour environ 500 médecins qui sont représentés au travers d'associations, de syndicats. Et eux savent. Ce qu'ils voudraient, c'est pouvoir prescrire, pouvoir soigner, traiter les gens. Quand on fait face à une maladie comme ça, c'est le premier impératif. C'est une évidence. Simplement, aujourd'hui, ça devient compliqué. Et donc, ils ont voulu faire cette requête dans le cadre d'un référé liberté qui saisit le Conseil d'État. Et juste, est-ce que vous pouvez nous expliquer un référé liberté, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, un référé liberté, c'est une procédure d'urgence, en fait. C'est une procédure qui consiste à saisir, en l'occurrence, directement le Conseil d'État, où on demande au Conseil d'État d'examiner, de considérer le besoin de ce qu'on appelle une recommandation temporaire d'utilisation, une RTU. Ce sont des recommandations qui existent lorsque des médicaments doivent être repositionnés en dehors de leur autorisation de mise sur le marché. Et donc, les médecins aujourd'hui, quand ils essaient de traiter, ils sont poursuivis. Et donc, pour ne éviter ça, eh bien, on fait en sorte d'encadrer et de sécuriser la prescription. Et c'est l'outil juridique approprié, c'est la RTU. C'est une procédure d'urgence. Et quand il y a une atteinte à un principe fondamental, comme c'est le cas en l'espèce, la juridiction, le Conseil d'État est compétent. D'accord. Mais alors, urgence, ça veut dire que ça va être auditionné quand, cette procédure? Ben écoutez, j'ai déposé la requête vendredi dernier et j'ai eu une audience, j'ai eu connaissance de l'audience lundi, hier. Et l'audience doit se tenir lundi prochain. Ah oui, c'est rapide alors. Donc ça va très très vite, ça veut dire que la requête a l'air sérieuse. En tout cas, je peux vous dire qu'elle est très documentée. J'ai avec moi des médecins, j'ai un conseil scientifique, si on peut dire, avec lequel je travaille, avec des gens exceptionnels à l'intérieur. Et c'est une requête qui est très sérieuse, basée sur des études cliniques qui sont très nombreuses, faites dans plusieurs pays dans le monde, dans de très nombreux hôpitaux. Et c'est quelque chose de très sérieux. Ça va être auditionné lundi prochain. Vous avez déposé votre requête. Au travers de tout ça, donc vous la déposez contre qui, cette requête? Alors, cette requête, elle est dirigée contre les autorités sanitaires, les autorités principales, c'est-à-dire le ministre de la Santé, l'ANSM, l'Agence du médicament française, et la Haute Autorité de Santé, la HAS. Voilà les trois autorités qui sont visées et qui vont devoir répondre, et elles ont jusqu'à jeudi soir pour le faire, donc dans le cadre d'un mémoire, parce que nous souhaitons évidemment avoir la position des services de l'État dans ce dossier, qui est un dossier crucial et essentiel. On parle de vie humaine. Il y a une perte de chance aujourd'hui potentielle pour de très nombreux malades et depuis un moment, parce que ça fait un moment que ce traitement est identifié. Et donc, par conséquent, on veut chercher à comprendre et faire en sorte que ce qui est le meilleur, que les meilleurs soins puissent être administrés aux malades de la Covid, parce que ce n'est pas possible de concevoir les choses autrement. Mais en fait, quelque part, en faisant ça, donc c'est-à-dire que l'État doit répondre, vous poussez le débat à être tenu quelque part. Ouais. Ce qu'on veut, c'est que on veut comprendre où sont les blocages. Et si des blocages demeurent, en l'occurrence, on a un dossier qui est tellement complet que, en principe, il ne peut pas y avoir de blocage. Voilà. Et Moi, je suis quelqu'un de plutôt prudent. Je vous dis ça avec toute la prudence qui caractérise, mais pour moi, aujourd'hui, il ne peut plus y avoir de blocage. En tout cas, ce qu'on demande, c'est pas nécessairement tout de suite une recommandation temporaire d'utilisation à l'agence du médicament, mais qu'au moins la demande soit considérée par l'autorité compétente. Ce qui est invraisemblable, c'est qu'il n'y ait même pas de demande de formuler pour qu'il y ait une RTU sur cette molécule qui marche de manière, dans les études, spectaculaire.
mais bon, j'imagine que si jamais vous avez un comité scientifique qui vous assiste là-dedans et que vous avez beaucoup travaillé, l'État a 48 heures pour répondre. Est-ce que c'est pas un temps qui est faible? Non. Vous savez, l'État, les procédures d'urgence, il est habitué aux procédures d'urgence. Il y en a des dizaines et des dizaines tous les jours. Et donc, par conséquent, surtout sur un sujet aussi majeur, je ne peux pas imaginer que les services de l'État, que ce soit la HAS ou l'Agence du médicament ou les services du ministère de la Santé, ne produisent pas de mémoire. Pour un petit permis de conduire, vous avez le ministère de l'Intérieur qui produit un mémoire dans chaque requête. Donc, j'imagine que quand il s'agit de traitement et de vie humaine, l'État sait se positionner dans les délais qui sont impartis. Là, en l'occurrence, ce n'est pas moi qui lui donne ce délai, c'est le Conseil d'État lui-même, hein. Et donc, s'il ne le fait pas, on pourra déposer un acte complémentaire pour demander, en effet, que l'État se positionne parce que c'est crucial, évidemment. Et donc, bon, si jamais ils ne le font pas, vous ferez une demande complémentaire. Mais donc, Oui. en urgence, si jamais ils répondent, est-ce que on n'a pas vu, on va dire, les réponses récentes du Conseil d'État? C'est-à-dire, quand on répond dans l'urgence, on a tendance à prendre les bretelles et la ceinture pour se protéger contre tout risque. Et là, vous êtes en train de demander d'avoir une analyse bénéfice-risque, on va dire, et de peser le pour et le contre. Est-ce Oui. qu'il n'y a pas un risque à ce sujet-là? Alors, l'analyse bénéfice-risque, elle est faite de manière très documentée dans la requête déjà. Donc, vous avez de nombreux éléments issus d'autorités majeures, hein, que ce soit le NIH aux États-Unis, qui est l'autorité de santé, que vous avez une université européenne, etc., qui ont fait déjà ce travail, ce qu'on appelle des méta-analyses, hein, d'études cliniques. Et puis, par ailleurs, ça sera à l'agence du médicament de faire ce travail ensuite. C'est-à-dire que nous, ce qu'on demande, c'est que l'agence du médicament soit saisie. Elle peut s'auto-saisir, l'agence du médicament, elle ne l'a pas fait sur l'ivermectine. Le ministre de la Santé, dans le code de la santé publique, a le droit et le pouvoir de saisir l'agence du médicament. Il ne l'a pas fait concernant l'ivermectine et concernant aucun autre traitement d'ailleurs. Bon. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir de très nombreux essais cliniques et des études réalisées, validées par des pairs, donc dans des revues à comité de lecture dans le monde entier. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que maintenant, l'agence du médicament doit évaluer tout ça. Et tant pis s'il n'y a pas eu d'essais cliniques en France. La jurisprudence du Conseil d'État est très claire. Quand il y a des études qui sont faites dans le monde, il faut qu'elles soient regardées. Et donc, par conséquent, il faut qu'elles soient évaluées. Et c'est ce qu'on demande à l'agence du médicament, de faire la balance bénéfice-risque. Mais quand on l'a fait, la balance bénéfice-risque, il n'y a aucun risque à prescrire l'ivermectine. Moi, je ne suis pas médecin, ça sera confirmé, bien entendu, hein. Mais vous savez que l'ivermectine, ça a été donné dans le monde entier à des enfants, notamment pour soigner ce qu'on appelle la cécité des rivières. Vous avez des millions de personnes qui ont été traitées avec ça, avec des succès remarquables. L'ivermectine est à la base de 2 prix Nobel quand même en 2015, hein, un japonais et un australien, je crois, un britannique. Et donc, par conséquent la molécule est particulièrement sûre et particulièrement bien tolérée. Bon, donc votre dossier est complet. Aujourd'hui, on entend sur les grands plateaux de télévision, dans les journaux, on entend beaucoup parler du vaccin. Euh, pour vous, pour vos médecins, si jamais ils veulent être traités en phase précoce, est-ce qu'ils sont contre les vaccins? Quel est leur point de vue? Non, mais non. Moi, j'agis pour des médecins généralistes qui sont en contact avec des patients. Il ne s'agit pas de gens ni qui font de la politique, ni qui ont des idées un peu saugrenues. Personne n'est anti-vax là-dedans, moi le premier. J'ai 2 enfants qui sont vaccinés. Enfin bon, ce n'est pas le sujet. Mais vous savez, un vaccin, c'est utile quand on n'a pas la maladie, c'est à titre préventif qu'on inocule un vaccin. Et un traitement, c'est quand on est malade et qu'il faut soigner, c'est à titre curatif. Donc, ce sont des solutions qui sont parfaitement complémentaires. L'un n'empêche pas l'autre. Ceci étant, c'est vrai aussi que les études montrent que l'ivermectine monte très bien ce qu'on appelle en prophylaxie, c'est-à-dire à titre préventif. Donc, ça peut être aussi une solution pour ceux qui ne voudront pas se faire vacciner ou pour ceux qui toléreraient mal le vaccin, parce qu'il y a quand même des effets secondaires sur le vaccin, hein. Donc voilà, donc ce sont des solutions qui sont merveilleusement complémentaires. Au contraire, c'est la raison pour laquelle il faut absolument tout faire pour soigner les malades et faire en sorte qu'on sorte de cette crise sanitaire le plus vite possible. Parce qu'on en meurt et pas que du Covid.
Bon, donc, vous avez l'air confiant. On n'est pas anti-vax, donc on fait de la science, on fait de la médecine. Bien sûr. On a des individus qui veulent soigner. Et On a les des données patients, très sérieuses, les patients dans tout ça. Donc, les médecins veulent agir pour l'intérêt de leurs patients. bien sûr. Vous avez des patients qui sont joints à cette plainte ou pour la perte de chance? Nous avons des médecins qui sont des requérants, soit personnes physiques, soit représentés au travers d'associations, et qui nous disent qu'il y a un besoin d'un traitement, et en particulier de ce traitement-là. Voilà. Et donc, le Conseil d'État, lui, quand il y a un besoin qui est exprimé par des professionnels de santé, eh bien, il examine ça. Et je me réjouis d'avoir une audience dès lundi prochain, parce que ça veut dire que le Conseil d'État a quand même pris la mesure de l'urgence. Bon, ben, écoutez, merci beaucoup, Maître Tessèvre, de Je vous nous en avoir prie. donné du temps pour ce petit débriefing. Si jamais je me permets de résumer, donc lundi, vous allez avoir une audience et vous aurez une décision quand, d'après vous? Très vite, très rapidement, alors soit le jour même, soit dans les jours qui vont suivre immédiatement l'audience. Ça va aller très vite. Donc, bon, pour revenir donc à la conclusion, donc vous avez déposé donc ce référé liberté pour des médecins, pour un traitement en phase précoce. En phase Qui, précoce de la maladie, c'est très important, hein, c'est dès les premiers symptômes. Voilà. Parce d'accord, que j'agis pour de la médecine de ville, hein, essentiellement. d'accord. Donc, en phase précoce, pour traiter les patients, le ministère public et les agences de santé ont jusqu'à jeudi pour vous Ministère de fournir la Santé, voilà, une réponse. oui. Votre dossier est étayé d'un point de vue scientifique et il ne vous reste donc plus qu'à plaider en fonction de tout ça. Et bah, écoutez, on va vous souhaiter bonne chance et merci beaucoup de Merci. nous avoir donné votre temps et venez nous dire ce qui s'est passé. Ça Mais sera oui, je ne intéressant. manquerai pas. Bien sûr. Au revoir. Au revoir, bonne journée.